So, Excellencies, Vos Excellences, Mesdames, Messieurs, Vice Minister, Monsieur thank you le for coming to Berlin. vice-ministre, I'm delighted, je suis vraiment heureux que vous soyez venu à Berlin. Merci, merci de nous honorer de votre présence et de tenir cette conférence si importante et si remarquable au ministère des Affaires étrangères. Je m'excuse de ne pas vous avoir rejoint plus tôt ce matin, mais nous avions une réunion du cabinet, la réunion hebdomadaire du cabinet, ce qui m'en a empêché. Donc, je suis obligé, malheureusement, et je m'en excuse, d'interrompre vos débats. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à Berlin. Je suis vraiment heureux de vous voir ici, réunis dans cette grande salle que nous appelons la salle du monde. Et j'espère que cette conférence et cette réunion ne seront pas vos seules activités ici à Berlin. Vous aurez l'occasion de voir un peu la ville après les heures de travail et que vous profiterez de l'ambiance trépidante de la ville de Berlin et un peu aussi l'hospitalité allemande. Plus de 100 ou presque 100 États membres et de nombreuses organisations des Nations Unies sont représentées ici. Je remercie tous et toutes d'être venus. Et je vous remercie de manifester ainsi votre intérêt pour ce sujet si important. Le gouvernement allemand a toujours œuvrer en faveur du rôle des acteurs civils et tout particulièrement de la police dans les missions de paix des Nations Unies. Aujourd'hui, vous voyez une manifestation de la réalité, de l'importance du travail de maintien de paix et du travail de la police. La politique allemande, la politique extérieure allemande, c'est la politique de la paix. Notre Constitution, la loi fondamentale, nous indique clairement les guides et les principes essentiels et l'objectif de la politique étrangère de l'Allemagne. Promouvoir la paix dans le monde en tant que partenaire égal dans une Europe unie. Donc, notre politique étrangère est basée très fermement sur les valeurs et les principes même des Nations Unies. Nous croyons fermement que le monde d'aujourd'hui a besoin de solutions multilatérales. La prévention des conflits est une des obligations les plus importantes ancrées dans la Charte des Nations Unies et c'est la façon la plus efficace et également la plus efficace économiquement parlant pour favoriser ou défendre la paix internationale et la sécurité dans le monde. Une prévention efficace des conflits peut économiser des vies humaines, empêcher des déplacements de populations entières et pallier au chaos économique. Si on travaille sur la prévention, on fait donc quelque chose d'absolument nécessaire du point de vue humanitaire et du point de vue stratégique aussi. Car il y a beaucoup de situations, et pas seulement la situation en Syrie, qui nous rappelle tous les jours qu'on ne peut pas se contenter simplement de faire de la prévention de conflits et de construire des capacités. Le régime syrien fait une escalade journalière de la violence. La Syrie a besoin d'un nouveau départ politique, mais cela ne peut être réussi en politique que cette transition politique ne peut être réussie que si la situation économique du peuple syrien s'améliore. Et la paix, c'est plus que simplement l'absence de la guerre. C'est ce que vient dire cette expression de consolidation de la paix. Le travail de la police des Nations Unies est donc un élément essentiel de notre politique de paix. La confiance dans les forces de police et leur légitimité sont le souci essentiel de tout gouvernement et c'est la condition sine qua non pour la paix interne et externe. En Allemagne, nous avons une expression qui remonte à la République de Weimar, qui n'est donc pas nouvelle et qui est bien connue même aujourd'hui. La police, ton ami et ton assistant. La police est donc vraiment l'ami du citoyen.
Et cela donne justement l'image que devrait avoir toute force de police qui veut des résultats et qui veut faire quelque chose de positif, c'est-à-dire agir pour aider et protéger les intérêts et la sécurité de ses citoyens. Et leurs actions doivent être toujours ancrées dans l'état de droit et respecter les droits de l'homme. C'est dans cet esprit que les policiers allemands travaillent dans le cadre de missions de paix de l'Union des Nations Unies, que ce soit au Soudan du Sud ou en Libérie, au Libéria, pardon. Et c'est dans cet esprit qu'ils fournissent assistance et encadrement aux services de police locaux. C'est dans cet esprit que le gouvernement allemand s'est engagé à développer des structures de police efficaces sous contrôle démocratique un peu partout dans le monde. Voilà, mesdames, messieurs, j'énonce ici ma conviction la plus profonde. Pour protéger les droits de l'homme, pour assurer la paix, nous avons besoin de Nations Unies fortes et efficaces. Le Conseil de sécurité est responsable pour donner les mandats pour ces missions de police. C'est véritablement le cœur du travail des Nations Unies. Mais nous devons reconnaître clairement que le Conseil, à notre époque, ne reflète pas le monde du XXIe siècle, les réalités d'aujourd'hui. Et nous sommes d'avis qu'une réforme est indispensable et qu'elle est nécessaire et urgente. Les gouvernements allemands s'engagent pour offrir son soutien stratégique à long terme à la police des Nations Unies. Nous espérons, mais nous ne limitons pas notre intérêt à cela. Nous pensons seulement que si les institutions internationales sont fortes, si l'architecture de ces institutions est bonne, on pourra vraiment faire plus pour prévenir les conflits dans le monde entier. Et les institutions internationales ne peuvent être fortes que si elles représentent et si elles reflètent vraiment le monde d'aujourd'hui et pas le monde du passé, le monde tel qu'il se présentait après la Deuxième Guerre mondiale, à la date de la création de la Fondation des Nations Unies. Donc, tout le continent d'Amérique du Sud n'est pas représenté. Il n'y a pas de siège permanent au Conseil de sécurité. Et ça ne reflète pas la réalité d'aujourd'hui, ni la réalité encore moins de demain. Le fait que tout le continent africain ne soit pas représenté par un siège permanent au sein du Conseil de sécurité ne reflète pas non plus la réalité d'aujourd'hui, ni celle de demain. Le fait que l'Asie, par exemple, est sous-représentée, n'est représentée qu'insuffisamment, avec un seul siège permanent au sein du Conseil de sécurité. Ce fait-là nous montre clairement qu'il y a un déséquilibre, que le monde n'est pas représenté, le monde dans lequel nous vivons n'est pas représenté par cette structure. Voilà pourquoi je profite de cette occasion, puisqu'il y a tant de représentants de vos pays, de vos nations et des organisations des Nations Unies pour bien indiquer que nous sommes très engagés pour une réforme des Nations Unies, mais ce n'est pas du tout dans un esprit personnel ou d'égoïsme, ce n'est pas pour nous servir nous-mêmes, c'est simplement pour garantir une meilleure représentation dans les institutions internationales et une nouvelle structure qui reflète mieux et qui représente mieux le monde d'aujourd'hui. Car si cette représentation n'est pas forte et bonne et appropriée, leur force n'est pas aussi bonne, elle s'en trouve affaiblie, ce qui est au détriment de nous tous. Voilà donc ce message essentiel que je voulais présenter. Je suis heureux d'avoir l'occasion de le faire ici, dans cette enceinte, dans cette salle où sont réunis tant d'invités honorables du monde entier. Le gouvernement allemand donc va continuer cet effort à long terme pour aider la police des Nations Unies et nous espérons que les discussions des 2 jours à venir seront
seront couronnés de succès, que cela va permettre d'améliorer la situation pour les populations dans ces zones de conflit. Il y a encore beaucoup de monde dans le monde qui a besoin d'un ami et d'un assistant, pour reprendre cette expression allemande pour définir la police. Je me réjouis que vous soyez venus à Berlin, que vous soyez venus ici, chez nous, au ministère des Affaires étrangères, et j'espère que vous aurez l'occasion peut-être de visiter ou la ville ou le reste du pays. Je ne pense pas que vous aurez beaucoup de temps, mais nous serons très, très heureux de vous accueillir partout à bras ouverts, et nous vous remercions de votre présence, et je vous remercie, moi, de votre attention. Bon, il y a une sorte de proverbe ou de dicton chez les militaires. Il n'y a pas possibilité de prévoir le premier contact avec l'ennemi, dit-on. Mais là, on ne parle pas d'ennemis, on parle d'amis. Mais bon, la police, c'est la même chose. Nous avons beaucoup à faire pour que tout le monde soit inscrit. Et il faut maintenant s'organiser pour la deuxième session. Il s'agit des opérations de maintien de la paix par la police internationale, la façon dont on opère. Et donc, je voudrais maintenant demander aux représentants de l'Union africaine. Bon, je sais qu'on avait organisé le voyage, mais je ne sais pas, je n'ai pas encore vu cette personne. Donc, nous avons le badge ici, donc, et nous voulons l'accueillir ensuite à la prochaine session. Donc, j'ai le badge ici à sa disposition. Mais auparavant, je passe la parole à Anne-Marie et je vais également appeler Monsieur Jordan Ryan, l'administrateur adjoint du PNUD et directeur du Bureau pour la prévention des crises et reconstruction. Ensuite, nous aurons également Monsieur Rainer Kuhn de la police allemande, qui vient de Bruxelles et qui est membre de l'unité conduite d'opération. On appelle cela CPCC. Bon, maintenant on commence justement avec les acronymes ici connu en Europe. Eh bien, c'est un service donc d'action externe de l'Union européenne et c'est un petit peu le complément ou l'homologue ou le successeur de ce que font les Nations Unies donc avec le maintien de la paix. Et ici, en Europe, on appelle cela donc la prévention des crises. Je voudrais également essayer donc de lier, mais en même temps de m'écarter ou de faire un petit peu la distinction par rapport à ce que nous aurons dans la session de demain, car demain, nous aurons également la question donc des Nations Unies par rapport aux organisations internationales, régionales, l'interaction et la façon dont on peut coopérer. Il y a déjà eu donc ce point soulevé par Amer Rahak qui demandait comment faire pour mieux coopérer, comment faciliter donc les choses par le biais de la coopération. Par conséquent, nous avons pensé que à ce sujet, il était bon de considérer deux niveaux, donc le niveau régional et aussi le niveau stratégique et politique, car nous devons savoir ce que nous faisons finalement. Donc, quand nous nous engageons dans certains secteurs, quel est le but de cette action? Comment faire pour sortir des conflits? Ou bien est-ce que nous faisons face seulement aux conflits et nous les combattons?
Et ceci correspond bien aux expériences que j'ai faites donc durant de nombreuses années. Je sais qu'on peut être meilleur donc en coopérant ensemble. Et puis bien sûr il y a un problème de pénurie de ressources, mais quand même je pense que c'est mieux vis-à-vis de ceux que nous voulons aider si nous sommes nous-mêmes cohérents donc par rapport à ce que nous faisons. Si nous essayons donc de nous comporter de la même manière face aux pays de destination, aux pays hôtes. Et il s'agit de passer justement de l'assistance au partenariat. Mais sans autre remarque préliminaire, je passe la parole à Anne-Marie Horler. Pour commencer avec la description, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent dans la perspective du département des Nations Unies pour le maintien de la paix? Excellences, ladies and gentlemen, Excellences, Mesdames, fellow Messieurs, police officers. chers First of all, let me once collègues again des thank forces de our German police, colleagues d'abord je voudrais remercier for nos hosting collègues this allemands conference, de and nous Stefan Feller and recevoir his team et for the d'organiser excellent cette organization of conférence, et today's je remercie Stéphane Feller pour avoir Germany is a organisé strong de supporter manière of UN magistrale cette peace- conférence. peacekeeping, as we also Vous heard savez by que the minister. les Allemands And we are participent à cet deeply effort, grateful for your effort unwavering commitment. de renforcer les polices pour le maintien de la The paix, comme United d'ailleurs Nations le ministre policing des Affaires began étrangères vient de le shifting dire, et from nous en sommes monitoring reconnaissants. to training Donc, on in veut the passer early de 90s. l'encadrement Since à la then, formation. the Et ça, UN c'était police approach to building un capacity changement of de host stratégie state police services dans les années has 90. evolved Et il y a eu une évolution continues to do importante so. des services de police. Capacity building Donc, and la police création de development capacités are now et at le the développement center of de what the UN police police sont au do. centre même de toutes les actions In his de la video police address, the de Secretary General des pointed Nations to the Unies. exponential Le secrétaire général Ban growth Ki-moon in a number of UN police deployed and the insisté tasks sur given to them. l'explosion littérale des chiffres des forces de police et de la responsabilité. Mais ce n'était pas une décision qui a été prise qui provenait d'une analyse stratégique. C'est simplement la situation qui nous a amenés à agir ainsi. Et nous sommes passés d'un rôle passif à un rôle plus actif. La police des Nations Unies, elle est devenue quelque chose de plus que l'aide des officiers de police locaux. C'est devenu véritablement un effort de réorganisation totale de la structure. Et voilà pourquoi cette conférence est venue au bon moment. Car on peut faire le bilan de ce qu'on a déjà obtenu, de tous les défis qui restent encore à surmonter et de ce que peut faire la communauté internationale pour y arriver. Il y a une chose qu'on a appris au cours des années qui est très importante. La création de capacités doit s'adresser aux individus, aux institutions et s'intéresser également aux environnements dans lesquels ils opèrent. Ça ne sert à rien de développer la capacité et les capacités des officiers de police sans améliorer les institutions au sein desquelles ils servent. Et une nouvelle institution, une meilleure institution ne servira non plus à rien si cela n'est pas étayé également par un effort de meilleure formation. Donc, les deux choses se tiennent. Donc, nous avons commencé au Salvador pour aider nos collègues avec de la formation pour améliorer leur capacité, leur savoir-faire et pour harmoniser aussi les pratiques policières. Et au fil du temps, dans la formation, on a inclus des domaines spéciaux concernant les armes à feu, la gestion de l'ordre, le travail de police dans la communauté, dans la circulation, les enquêtes criminelles, également les enquêtes disciplinaires et d'autres domaines encore. Dans beaucoup de cas, nous avons pu aider la police du pays hôte à mieux choisir leur processus à améliorer leur processus de recrutement et à obtenir un meilleur équilibre entre les genres, entre les sexes. Et nous avons également amélioré l'infrastructure à Haïti et en Côte d'Ivoire, en améliorant également les équipements, les uniformes, les équipements de protection pour ces forces de police.
Des institutions de formation de police sont nécessaires au moment du premier déploiement. Avec l'aide des bailleurs de fonds et des partenaires, de telles institutions de formation sont possibles, comme on les a créées par exemple en République démocratique du Congo. Nous avons aussi développé les curriculés, les manuels de formation et la qualité de la formation et la formation des formateurs également pour que ceux-ci puissent aussi bientôt être capables de faire ce travail de manière indépendante. Et au Nigeria, nous avons encore cette activité et au sud du Soudan et cela montre bien à quel point cela est valable. Et récemment, nous avons également conseillé les autorités des pays comme en Libye et au sud du Soudan pour développer des stratégies et pour créer des systèmes de formation au-delà de simples institutions ou centres de formation individuels. Et nous avons fourni beaucoup d'assistance à la formation très utile. En Timor-Leste, en Libérie, au Sierra Leone et en Libye, nous avons aidé les polices hautes à améliorer leurs capacités et à mieux comprendre comment garantir la sécurité, comme par exemple la gestion des forces de police autour des élections, des bureaux de vote, les planification d'opérations dans le cadre des élections aussi. Et cela correspond à la demande de la formation et dans certains pays également, cela comporte également tout un volet qui s'adresse à la lutte contre le crime institutionnalisé. Il est nécessaire de former une nouvelle génération de policiers. Nous devons leur donner les capacités aussi de faire de la planification stratégique et de gérer et d'administrer la police. Et cela doit comprendre aussi les achats, le recrutement et la gestion du personnel. Ils doivent être capables d'anticiper les tendances du monde criminel, d'améliorer leur structure et d'améliorer leur propre structure pour répondre aux différentes menaces à la sécurité. Former simplement des policiers, ça ne suffit pas. Ça n'est pas durable. Il faut que nous renforcions et nous créions des institutions. Pour cela, il faut les conseiller pour développer des règles internes, tenir des rapports et comme au Timor-Leste et en Bosnie-Herzégovine, nous avons aussi créé des éléments qui sont essentiels pour permettre à l'officier individuel de faire une bonne performance, avec par exemple un système de hiérarchie transparent, de promotion transparente également et avec un système de responsabilisation transparent et fiable. Donc tout cela permet d'améliorer la qualité des polices locales. Il faut que la police soit comme une institution publique aussi responsable de ses actes et qu'elle doive rendre compte aussi à sa population. Alors, que devons-nous faire? Que sommes-nous en train de faire? Il y a certains facteurs qui, justement, ont été responsables ou qui ont été les facteurs de succès. La création de capacités, la réforme et toute la création de structures, ça doit être aux mains du pays même. Et il faut, à l'intérieur d'une police, évidemment, garantir les règles de l'état de droit et que cela fonctionne sans notre assistance ensuite. Donc, il faut créer cela avec les autorités du pays hôte, avec nos collègues du pays hôte et que ceci puisse être durable et fonctionner ensuite dans les conditions qui règnent dans ce pays hôte. La formation de capacité ne peut pas être un exercice technique de formation ou d'équipement ou de création d'institutions seulement. Au niveau national, la mesure dans laquelle cela sera durable et dans la mesure dans laquelle les services de police pourront fonctionner, cela dépend véritablement de l'engagement de l'autorité du pays hôte et de sa volonté également de mettre à disposition les budgets nécessaires. Au niveau communautaire,
part, la création de confiance entre la police et la population est un élément critique. Il est absolument nécessaire de prévoir cela dans un plan stratégique et dans les besoins de recrutement et les besoins de formation du personnel. Cela fait vraiment une partie essentielle de cet effort. Au Soudan du Sud, nous avons par exemple défini une telle mission pour la police avec des objectifs stratégiques très clairs. Nous avons une séquence de développement et de mesures avec des calendriers bien précis et nous avons expliqué comment différentes missions doivent être planifiées à l'avance avec différents objectifs stratégiques. Par exemple, de 2004 à 2007, nous avons aidé la police nationale du Burundi à créer des documents clés pour aider leurs efforts à réorganiser leur police et à définir ses fonctions. Aujourd'hui, le Burundi est un pays qui nous envoie même des policiers dans notre effort. D'autres facteurs, c'est la qualité et le savoir-faire des policiers. La formation, évidemment, ça peut donner de meilleures connaissances, mais il faut que ce soit accompagné par l'expérience sur le terrain. Pour cela, il faut continuer à faire du monitoring, à faire donc du suivi, de l'encadrement et nous travaillons toujours main dans la main avec les collègues du pays hôte. Nous essayons donc de les aider, de les suivre et de les encadrer sur la mission. Mais pour avoir de l'efficacité, il faut que les officiers que nous envoyons en mission soient crédibles, qu'ils aient une très forte expérience et qu'ils soient donc excellents. Donc, pour le dire franchement, nous avons besoin de beaucoup d'aide de nos partenaires, que ce soit en matière de gestion ou d'investigation, et nos activités sont parfois dictées par l'urgence. Nous sommes obligés de nous servir évidemment des capacités et de ce que nous avons, de ce dont nous disposons, plutôt que de ce que l'on aurait véritablement besoin de mettre à disposition de l'État hôte. Voilà pourquoi j'en appelle à tous de nous envoyer véritablement des officiers de police spécialisés, excellemment formés, capables de communiquer avec la population et capables d'encadrer. Et j'en appelle aux États membres de créer des équipes spécialisées qui ne répondent pas seulement aux normes de tous les individus combinés entre elles, mais que cela dépasse ses capacités. Par exemple, il faudra envoyer des experts qui seront capables de mettre sur pied un petit laboratoire de police qui permettra d'augmenter la capacité dans ce domaine et qui formeront des gens sur place qui seront capables après eux d'utiliser ce laboratoire et de le maintenir durablement. Donc, nous devons atteindre à des solutions qui sont meilleures, mais aussi des solutions qui soient véritablement durables. Quand j'étais conseiller de la police des Nations Unies, j'étais donc toujours engagée dans le domaine de la formation de capacité. Et cela nous aidera justement à surmonter les difficultés, les pénuries ou les incohérences et à améliorer la qualité de développement du travail de police. Un autre facteur absolument critique de notre succès, ça a été quand les activités de formation de capacité étaient liées à un support de matériel. C'est surtout critique dans les démarrages des missions où les attentes sont particulièrement élevées vis-à-vis des forces de police des Nations Unies. Le secrétaire général a dit clairement que pour les institutions de police fonctionnent bien, il faut que les budgets soient là, que le salaire soit correct et que l'équipement puisse être véritablement entretenu et maintenu en bon état de marche. Pour cela, on a besoin d'un support externe, mais de toute façon, dans ces pays, on a toujours besoin, même pour les dépenses les plus basiques et les plus simples, de ce support externe. Les missions doivent être capables d'apporter cette aide à la formation de capacité dès le départ, soit directement par le budget, soit par l'appel à des fonds venus de bailleurs de fonds extérieurs. Et ça m'amène à mon point essentiel et dernier point. Le partenariat. La police des Nations Unies peut faire de la formation de capacité et préparer le terrain, mais ne peut pas faire ça toute seule. Nous avons besoin de plus de partenariats plus forts au cadre des programmes de développement avec les organisations régionales, avec des donneurs ou des bailleurs de fonds bilatéraux et avec différents pays. Donc, nous devons synchroniser tous ces efforts et nous devons réunir tous ces efforts pour réformer la police des Nations Unies et nous devons le faire
faire dès le départ tous ensemble pour garantir une très bonne durabilité. Cette première étape que nous faisons aujourd'hui avec le point de Global Focus, le point central, donc, est un bon premier pas dans la bonne direction. Et il est nécessaire de le faire bien remarquer et d'en appeler à tous les décideurs dans les grandes capitales des pays occidentaux et ailleurs dans le monde. Donc nous devons renforcer les liens déjà existants et créer de nouveaux liens là où c'est nécessaire. Donc j'espère qu'avec tous ces efforts communs, nous arriverons à obtenir une police des Nations Unies meilleure, de meilleure qualité, qui soit capable véritablement de relever le défi que représente le travail de police au début du 21e siècle. Je vous remercie pour votre attention et pour votre engagement auprès des forces de police des Nations Unies. Quand j'étais au Kosovo, j'avais à diriger 4500 personnes venant de différents pays et nous avions donc à faire le suivi, nous devions donc former également les forces de police sur place et donc j'avais essayé de mettre en place une sorte d'école de la police au Kosovo. Et avec des forces de ISITAP et de USC, les programmes d'assistance des Nations Unies. Donc, c'était des programmes de formation que j'avais utilisés pour le faire, pour essayer de mettre en place justement donc cet institut de formation. Par la suite, nous avons essayé de mettre en place une organisation et pour nous engager, nous devions mettre en place une administration de la police au Kosovo. Et ça n'aurait pas été possible sans faire appel à des organisations qui soient capables d'assurer donc les financements, comme par exemple le PNUD. Et en Bosnie-Herzégovine, où j'étais aussi, où j'y ai passé 4 ans, c'était la même chose. Nous avions donc du côté de l'Union européenne les mêmes défis à surmonter. Il fallait mettre en place ensuite toute l'organisation, pour faire le suivi, pour l'administration, pour lutter contre le crime organisé. Et là aussi, pareil, on a essayé donc de réunir nos différentes forces. Et là, c'était à nouveau l'Union européenne qui a pu nous aider. Et nous avons essayé de voir comment est-ce que l'on pouvait résoudre la question de la génération, disons, après, une fois que nous quittions le pays, comment assurer la relève. Et là aussi, donc, nous avons essayé de nous tourner vers les organisations qui pouvaient nous aider. Alors, Jordan Ryan, je me tourne vers vous pour expliquer justement comment le PNUD peut aider en la matière. Bonjour. Eh bien, je suis tout à fait ravi d'être présent parmi vous ici à Berlin. Berlin, c'est une ville qui peut servir d'exemple pour la réunion, pour la réunification et pour la façon dont on fait face aux défis. Et là, nous avons donc la façon, on voit bien comment on peut coopérer ici, le gouvernement allemand, DGPO et donc les Nations Unies qui ont organisé conjointement cette manifestation. Et là, on peut réfléchir pour savoir comment peut-on avoir le maintien de la paix par la police au XXIe siècle, comment est-ce que cela peut fonctionner au XXIe siècle. Et nous avons ici donc des opportunités à la fois comme communauté internationale pour faire face à ces défis. Mais pour ma part, je souhaite m'adresser à vous d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel, comme au Libéria, par exemple, où j'étais donc représentant spécial du secrétaire général et j'ai eu également donc ces deux casquettes, c'est-à-dire des missions donc de maintien de la paix
DSARG, donc, et d'un autre côté, une autre direction générale DSARG. Et là, j'avais eu donc différentes casquettes et différentes fonctions. Et là, au cours de ces missions, j'ai pu vraiment faire connaissance avec des hommes et des femmes, des officiers de police extrêmement talentueux et des unités très performantes. Et il faut savoir aussi que dans les unités de femmes, c'était pas seulement des femmes. Il y avait, par exemple, des hommes qui étaient là dans l'unité pour faire de la cuisine, par exemple, et pour faire le nettoyage. Alors, ici, ce n'était pas forcément à égalité, mais bon, il y avait des cuisiniers et des gens pour nettoyer. Et il y avait également donc les femmes qui pouvaient également protéger le président et donc avoir une interaction avec les populations, etc. On a vu ce qui était fait. Ce qui a été important aussi, c'était de voir justement l'engagement de l'Allemagne, un engagement très fort de l'Allemagne, non pas seulement au niveau de la police au Libéria, mais l'Allemagne, par le biais de son ambassade, a contribué au financement et a mis en place des mécanismes très innovateurs. Donc, c'était pas seulement de mettre à disposition ses talents, mais c'était également donc au niveau du financement une contribution importante. À l'heure actuelle, il y a maintenant, donc, je suis donc directeur du Bureau pour la prévention des crises et le rétablissement au sein donc du PNUD, et je sais qu'il y a justement un besoin de partenariat pour veiller à avoir une meilleure durabilité, et il faut établir le lien avec le développement, les questions de développement. Ça paraît très très important. Il y a, comme l'ont dit déjà le secrétaire général et Monsieur Titov, etc., on sait que dès le départ, il faut mettre en place donc ces partenariats. Et là, donc, les Nations Unies mettent l'accent d'un côté, donc, le maintien de la paix, mais aussi toujours cette perspective de développement aussitôt que possible, prendre ces aspects en considération. Et on pourrait parler de nombreux États qui sont considérés comme des États fragiles, qui ne correspondent pas vraiment aux normes. Ça représente donc vraiment des millions de personnes qui sont touchées par des conflits ou par un degré de crime extrêmement élevé, et où il y a des sociétés qui purement et simplement ne fonctionnent pas en matière de sécurité. Et on doit mettre en place la sécurité dans ces sociétés, mais ça ne pourra jamais se faire sans des forces de police bien entraînées, bien formées, bien équipées pour exercer leur profession, pour se mettre au service des communautés et des régimes politiques, et des forces de police qui comprennent en quoi consistent les droits de l'homme. Je crois que c'était un point très très important qui a été soulevé ce matin, de dire que vraiment la bonne gouvernance et les droits de l'homme, ce sont des éléments fondamentaux, ce sont des éléments essentiels qui sont les piliers donc pour le travail de la police, pour pouvoir donc effectuer leurs tâches. Et ça, c'est très très important pour toutes les communautés, mais là où la sécurité est affaiblie, là où l'état de droit s'est effondré, là où vraiment les plus vulnérables sont menacés. Et ce sont des pays qui peuvent se trouver, qui sont encore dans des conflits ou qui sortent de conflits. Donc, lorsque l'on vit dans ces pays, souvent l'exigence primaire, c'est d'avoir une sécurité de base. Il faut mettre l'accent là-dessus, et souvent on dit, bon, c'est la préoccupation essentielle. Quand on parle avec des gens, ils disent,
par exemple, mais ce sont les policiers qui ont violé ma fille, ou bien c'est la police qui m'a empêché de faire valoir mes droits. Et c'est la police qui nous empêche, par exemple, de faire appel à des avocats. Et donc, il faut vraiment veiller donc à ce que ces citoyens aient une bonne relation avec l'État, fassent confiance à l'État et par là même aux forces de police. Souvent, les policiers sont le premier contact. Donc, les forces de police nationales doivent être en mesure de protéger les gens et comme l'a dit le ministre allemand, le policier doit jouer ce rôle, ton ami et ton assistant, ton aide. Et c'est à eux donc de faire valoir l'état de droit. Et dans les sociétés post-conflit, ce que nous voyons justement, ce sont ces manquements, la possibilité de consacrer les moyens suffisants, d'avoir la formation, d'avoir la possibilité de s'adresser aux différentes communautés. Et comme au Libéria, par exemple, les missions sont très exigeantes et il faut avoir les ressources en conséquence pour être en mesure justement de faire face à ces exigences. Pour la police, par exemple, ça a démarré très lentement, ça a été très difficile avant d'avoir les véhicules suffisants, ne serait-ce que les véhicules suffisants pour se rendre auprès de la population, par exemple. Et les victimes de la violence, y compris de la violence sexuelle, ne peuvent pas parfois donc se retourner contre leurs agresseurs. Et il y a d'autres sociétés, par exemple comme en Équateur, où il y a de la corruption et parfois la police peut elle-même donc être un instrument de pression. Et donc il y a une impunité. Et il faut tirer un exemple, par exemple le printemps arabe, où un jeune s'était immolé justement parce que il voulait s'opposer aux autorités corrompues et à la façon dont la police le tracassait. Donc, toutes ces opérations de maintien de la paix par la police au XXIe siècle vont devoir veiller à se pencher sur la question de la reconstruction, sur le maintien à long terme de la paix. Et il y aura toujours de nouvelles menaces qui vont survenir et auxquelles il faudra faire face. Il y aura en plus donc un manque de ressources. Il y aura toujours des menaces qui peuvent survenir lors de nouvelles élections, etc. Et donc, nous pensons aux Nations Unies qu'il est très important de créer des capacités suffisantes et une intégrité. Capacité et intégrité sont les deux éléments essentiels pour la stabilité dont les pays ont besoin pour sortir des conflits, pour se reconstruire et pour éviter d'avoir, par exemple, donc une violence qui s'installe, des mercenaires qui s'installent dans le pays. Mais ceci ne peut pas se faire du jour au lendemain. On a besoin de capacités. Ça prend des générations, comme le disait le secrétaire général. Cela prend des générations entières dans les pays post-conflit. Comme l'a dit la commissaire, on doit s'occuper de questions de technologie, mais il faut aussi de systèmes de gestion globale. Et encore une fois, comme en répétant ce qu'a dit donc le ministre, il faut restaurer la confiance pour que les jeunes gens, hommes et femmes, dans les villages, dans les communautés, aient confiance en la police. Et c'est
vraiment un changement extrêmement important dans les cultures. Et la question est de savoir comment y parvenir, comment pouvoir soutenir ce processus. De la part du PNUD, nous avons beaucoup d'expérience. Nous voyons la manière dont on peut lancer un programme mondial, un programme général pour faire face aux situations dans une trentaine de pays. Il y a par exemple des pays où nous avons vraiment une relation étroite avec le DPKO ou DOMP en français. Nous savons que parfois nous pourrions faire mieux, mais par exemple au Libéria, avec la mission, nous avons été en mesure de mettre en place un fonds de trust pour partager les ressources. Donc c'est le ministre de la Justice qui est donc à la tête de ce fonds qui peut donc gérer cela, mais il s'agit de veiller à coopérer donc avec le PNUD pour pouvoir donc établir les forces de police sur place. Et par exemple, avant les élections l'année dernière, il y a eu de plus en plus d'unités de police qui se sont mises en place. Bon, ça n'a pas été parfait, mais il y a eu quand même des élections qui ont pu se dérouler normalement. Donc, ce fonds, ce trust, peut utiliser des fonds financiers pour les priorités absolues. Et il y a donc ces managers du PNUD, par exemple en Sierra Leone aussi, c'était la même chose, une assistance ciblée pour avoir une meilleure gestion, par exemple, en ce qui concerne les crimes sexuels et sexistes. Et nous avons vu l'année dernière, la semaine dernière, il y avait eu des cas donc de viol et nous savons que nous devons avoir de meilleures connaissances sur ce qui se passe et notre priorité, bien sûr, c'est d'agir davantage dans ce domaine et également le PNUD s'adresse également au gouvernement de l'Ouganda et essaie de mener des enquêtes donc pénales et on peut également recruter des universitaires, des femmes, des jeunes femmes universitaires pour les forces de police. Tunisie également, coopération avec le ministère de l'Intérieur pour réformer donc les forces de sécurité. Et nous avons également au Timor oriental donc également des coopérations là aussi pour pouvoir rechercher donc des fonds d'abord pour aider la police au Timor oriental et nous savons qu'il faut toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas de fossé là qui se creuse. Et il faut à l'avance, déjà bien avant les missions, il faut réfléchir, il faut établir une sorte de checklist dès le stade de la planification et après pour veiller à ce que les forces de sécurité soient payées, comment les rémunérer, comment impliquer le Fonds monétaire international, comment s'adresser à la Banque mondiale, pour que dès le début, donc, on puisse rémunérer correctement, par exemple, donc les forces de sécurité, et pour que les bailleurs de fonds continuent donc à aider. Bon, pour l'avenir, aux Nations Unies, ou je dis pas pour l'avenir, je dis même pour maintenant, nous allons mettre en place ce que nous appelons le nouveau point focal, c'est-à-dire le secrétaire général a décidé donc que le PNUD et le DOMP coopèrent ensemble et y compris même avec donc
un établissement local commun, donc un site commun, et puissent travailler ensemble. Ce n'est pas pour remplacer d'autres agences des Nations Unies ou autres, mais plutôt pour opérer de manière moderne et servir de ce qu'on appelle un facilitateur pour veiller à ce qui se passe dans les pays en crise et après crise, voir quels sont les besoins les plus urgents pour mettre en place les forces de police et la justice. Et donc, cette convention sur le point focal, global, ce guichet unique permettra de fournir des conseils et de mieux canaliser les efforts et de voir quelles sont donc les questions posées par les missions de manière à ce que finalement nous soyons en mesure de répondre de manière beaucoup plus rapide. C'est une innovation. Nous espérons que ce sera bien vraiment conforme au XXIe siècle, une action pour le XXIe siècle. Et nous, Monsieur Titov et moi-même, nous voulons donc opérer, tous les responsables donc du DOMP, le responsable de l'OROSI, nous avons vraiment fait cette promesse et voulons donc améliorer l'efficacité du système des Nations Unies. En conclusion, je dirais qu'il y a eu déjà 3 pays où nous avons pu vraiment montrer nos capacités à améliorer la situation des forces de police. Premièrement, il faut nous avons pu améliorer la sécurité et nous avons pu donner aux forces de police nationale la possibilité d'être plus efficaces. Mais bon, nous devons vraiment élargir notre action, car tout dépend de l'efficacité de l'ensemble des institutions et également des relations entre ces institutions et les communautés. Donc, il faut mettre l'accent sur la relation avec les communautés et à ce moment-là, la police pourra se mettre complètement au service de ces communautés, établir une relation avec ces communautés. Et c'est la police à l'échelon local qui peut le faire, donc face aux structures des communautés, il faut s'adresser aux groupes de femmes, aux groupes de la société civile et il faut que les programmes de réforme de la police correspondent à une approche plus large de la sécurité. Et nous lançons vraiment ici de l'innovation, par exemple en matière de sécurité sur l'Afrique occidentale, et ça peut donc s'appliquer également à d'autres régions. Il faut travailler avec le PNUD, par exemple, également pour l'Amérique centrale. Nous avons là aussi déjà eu du succès, par exemple, auprès de différentes communautés. Nous avons fait appel à la notion de citoyenneté, une approche de voisinage, de proximité, pour lutter contre le trafic, par exemple, pour la fraude. Et là, on s'adresse aux groupes de population qui sont particulièrement exposés. Donc là, on a une meilleure gestion de ces problèmes. Bon, deuxièmement, il y a une question vraiment de gestion. Nous avons déjà franchi beaucoup d'obstacles durant les dernières décennies, mais c'est beaucoup plus que la formation de police qui joue un rôle ici. Il faut vraiment s'impliquer. Ça, c'est un enseignement que nous avons tiré. Il faut être vraiment complètement ancré dans les structures organisationnelles et il faut travailler de manière transversale.
comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères, il faut donc coopérer et il faut s'adresser à différents ministères, à différents partis. Il faut lancer des incitations pour avoir donc des officiers de police qui soient vraiment très professionnels sur le terrain. Et pour bien comprendre la réforme de la police, il faut voir que tout devient de plus en plus complexe et la question des ressources humaines et l'expertise sont absolument indispensables. Il faut les améliorer et il faut essayer de voir là où nous pouvons vraiment recruter les meilleurs. Et là, nous avons besoin de davantage de soutien de la part de la communauté internationale. Nous avons déjà différents mécanismes pour avoir, par exemple, des établissements de capacité pour des forces civiles des Nations Unies. Mais il y a donc différentes plateformes qui ont été mises en place maintenant où là, il y a possibilité, par exemple, de proposer une expertise. Donc, je ne peux que vous engager à aller consulter donc ces sites correspondants. Et nous devons nous ouvrir aussi, par exemple, face aux entreprises, au monde de l'entreprise, s'il y a une expertise qui s'y trouve et nous aurons besoin de votre aide. Donc, il y a déjà pas mal de progrès qui ont déjà été enregistrés. Nous avons déjà donc un changement. Nous avons mis en place donc des programmes de formation pour les civils. Nous avons maintenant nous avons également des contributions intellectuelles qui sont fournies, des contributions financières, ceci fourni par notre hôte, ici justement dans une ville telle que Berlin. Et je suis sûre que ce renforcement de l'état de droit, ces questions de sécurité, ce maintien de la paix, cela pourra donc nous aider. Cela pourra se faire non seulement dans des pays qui sont touchés par des conflits, et ça permettra justement aux pays qui sont touchés par les conflits, ça permettra à ces gens de vivre en paix par la suite. Donc, je remercie encore une fois nos collègues et je remercie particulièrement Dimitri Titov et je remercie le gouvernement allemand d'avoir organisé cette manifestation. Merci de votre attention. Thanks, Jordan. Merci, Jordan. Alors, je ne peux pas citer impunément certains membres du PNUD qui sont véritablement même plus valables collaborateurs, enfin ceux avec qui je travaille avec le plus grand bénéfice. Donc, nous allons entendre un autre orateur tout à l'heure, mais avant, je voulais revenir sur un point, la coopération avec les institutions qui permet donc de combiner nos efforts et à quel point cela est nécessaire. Donc, vous nous avez montré comment le Global Focal Point, ce point central focal, marche, comment ça fonctionne. Et là, on voit bien, c'est une façon d'aborder le problème. C'est une approche qui rejoint certaines des réflexions que nous allons entendre ici. Et cela permet aussi donc aux États hôtes de s'approprier plus l'effort de créer une police pour leur propre avenir. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, quand une situation, un tel partenariat est possible, il y a énormément de potentiel. Donc, pour les discussions à venir, comme je vous ai bien écouté,
Je voudrais qu'on aborde peut-être un autre point. Comment arriver à ces partenariats? Parce qu'il y a aussi des dimensions techniques de la coopération des organisations internationales. Donc, lorsqu'on a une activité commune sur un théâtre d'opération, il y a toujours un aspect politique. Eh bien, moi, je voudrais remonter un petit peu suffisamment dans le passé, donc personne ne se sentira offensé parce que depuis 2005, la situation a beaucoup évolué. Mais à l'époque, ce que j'avais retrouvé sur le terrain au Darfour, ce n'est certainement pas la situation qu'on rencontre aujourd'hui. Mais j'ai trouvé la police de l'Union africaine qui était sur place et l'Union européenne également avait envoyé quelques officiers de police qui étaient dans la hiérarchie de commande. Donc, je les ai vus sur le terrain et ils étaient confrontés à tous ces problèmes pour essayer de protéger les civils, protéger les femmes et les enfants, protéger les femmes qui allaient chercher de l'eau au point d'eau et risquant leur propre vie. Donc, ils étaient là. Ils étaient en train de faire ce travail avec beaucoup d'enthousiasme. Mais il y avait un besoin, et à l'époque, je l'ai déjà remarqué, il y avait un besoin de suivi. On avait besoin de faire un suivi de cette situation. Mais à l'époque, il n'y avait pas justement de suivi. Ça n'était pas cohérent. Il y avait les forces de police du gouvernement soudanais, il y avait différentes milices et chacun essayait de établir un genre d'ordre ou de calme à son compte en quelque sorte. Donc il n'y avait pas cette cohérence ou cette coopération. Donc pour cela, pour y arriver, on a besoin d'une volonté politique. Il faut mettre cela sous un chapeau politique et le chapeau politique idéal, c'est une organisation internationale. Et là, dans une telle architecture, on peut véritablement parler de la façon dont on peut offrir un tel système. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourra obtenir tout de suite, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut la peine de creuser dans les discussions que nous allons faire. Donc nous allons entendre Rainer Kühn, comme je disais à l'instant. Je n'ai pas besoin de le présenter, je crois, parce que j'ai travaillé au CCPC pendant des années, donc je connais bien ce que fait l'Union européenne, mais Rainer va en parler. La seule chose que je voulais dire, c'est qu'avec Richard Monk dans cette salle, comme à l'époque j'étais directeur de l'unité stratégique de l'OSCE, Martin Rucker, lui, n'est pas ici malheureusement parce qu'il n'a pas pu venir, il a été appelé en Afghanistan d'urgence, mais il y a quelque chose quand même que je voudrais vous montrer parce que nous l'avons fait ensemble à partir de 2005. L'Union européenne, les Nations unies, l'OSCE, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble mieux. Eh bien, ça, c'était donc en 2004-2005. Maintenant, nous sommes en 2012. Est-ce que je peux vous passer la parole, donc? Good morning. Bonjour, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Rainer Kühn. Je suis donc policier en Rhénanie du Nord-Westphalie, un land en Allemagne. En 1999, j'ai eu l'occasion pour la première fois de servir pour les Nations Unies en Bosnie-Herzégovine pour l'Académie de Banja Luka à Sarajevo. Et ensuite, j'ai eu l'occasion unique d'accompagner le démarrage du processus civil de maintien de la paix de l'Union européenne qui est arrivé à la conclusion de Santiago de Fera à Nice. Et en 2003, j'ai travaillé comme coordinateur sur le T1 à Proxima et en 2008-2009, j'ai été nommé pour créer la composante policière de OLIX au Kosovo. Donc maintenant, le micro va peut-être être mieux adapté. Est-ce qu'on m'entend mieux maintenant? Tout à l'heure, il y avait un petit problème technique.
Alors, je commencerai par dire que les Nations Unies ont beaucoup plus d'expérience pour le maintien de la paix ou la consolidation de la paix et la formation de capacités que l'Union européenne. L'Union a commencé ce processus de gestion des crises civiles il y a seulement 12 ans. Au sommet de 1999, les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à renforcer la gestion et les capacités de gestion de la crise civile dans les domaines de la police, de la justice, de l'administration civile et encore quelques autres domaines. En mois de juin et décembre 2000, déjà, les États membres ont accepté les conclusions de Santiago de Fera et de Nice pour fournir à partir de 2005 plusieurs milliers des officiers de police pour des opérations de maintien de la paix. Mais ça, c'est seulement la partie civile de cette approche CSDP-EU. Après 2 ans, après une phase de mise en œuvre de 2 ans pour la création de capacité d'une cellule au sein du secrétariat du Conseil avant que l'on lance une première mission en Bosnie-Herzégovine. Depuis, 25 missions civiles CSDP ont été lancées en Europe, en Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Sorry, I prepared some slides, but we have some difficulties, technical difficulties. Okay. Donc, avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, les structures de gestion des crises militaires et civiles sont devenues partie intégrante du service EAS, donc qui se compose de 3 éléments que vous voyez ici sur cette diapo. À droite, en haut à droite, vous avez donc cette diapo de European External Action avec les 200 membres des forces de soldats des pays de l'Union européenne. Et vous avez le CMPD également avec 103 soldats et la capacité de CPCC, donc de planification et de conduite civile. Donc, cela représente en tout 65 civils de la composante CPCC, donc civile, qui servent aujourd'hui et font donc des missions civiles CSCP. Donc, si vous regardez l'ensemble de l'architecture EAS, vous avez environ 8000 employés. Et bien, vous voyez que la structure de gestion de la crise est extrêmement mince. Elle a très peu de personnel et elle a un très étroit rapport avec le haut représentant. Les directeurs de CMPD, de CPCC et de EOMC sont directement sous les ordres, ou en tout cas font rapport directement au vice-président du Haut-Commissariat et font rapport aussi aux entités politiques et font rapport également aux États membres de l'Union européenne. Du côté civil de l'engagement CSDP, la direction de la planification de l'engagement ou de la gestion des crises est responsable de la planification stratégique des missions CSDP, y compris responsable aussi des lignes directrices pour la formation, pour les missions de fact-finding et pour l'établissement de documents comme le concept de gestion des crises, qui est la Bible ou la base pour le comité de sécurité qui donne des mandats pour les opérations, que ce soit des mandats civils et de police ou des mandats militaires. CPPC, donc la capacité de conduite et de planification civile, se trouve donc au QG sous la direction du commandeur et il y a rapport donc au commissariat et au conseil
à la Commission de politique et de sécurité du Conseil. Donc, pour expliquer maintenant toutes les différentes activités de police où l'Union européenne est engagée, je vous propose qu'on se concentre sur 3 types de missions civiles CSDP qui ont été lancées depuis 2008. D'abord, Georgia, UMM Georgia. UMM Georgia, c'est une mission de suivi sans aucune fonction exécutive et sans rapport de renforcement par rapport en direction des autorités. Donc, il y a 84 policiers, militaires et civils dans cette mission qui surveillent la mise en œuvre de l'application de l'accord de cessez-le-feu du 12 août 2008, après le conflit armé entre la Géorgie et la Russie en 2008. Donc, la tâche de la mission, c'est d'abord la stabilisation par l'analyse de la situation pour arriver à un processus de stabilisation qui se concentrerait sur un respect complet des accords passés dans les lignes de ces accords. Donc, en étudiant et en analysant la situation, en analysant la sécurité, l'ordre public, le respect de l'état de droit et de 12 autres éléments, cette mission peut donc contribuer par aussi la formation de confiance, par l'établissement de liaisons et de facteurs de facilitation entre les parties et les acteurs. Et finalement, last but not least, information sur tous les incidents régulièrement qui doivent aller à toutes les parties prenantes de l'Union européenne. UMM Georgia a été lancé le 1er octobre 2008. Au cours des 6 semaines suivantes, après que l'accord ait été passé, ou plutôt après que le conflit soit déclaré plutôt. Donc 6 semaines après que le conflit est déclaré, cette mission a commencé. Elle a été ensuite étendue et prolongée jusqu'en 2014. Donc IMM Géorgie montre clairement que l'Union européenne est tout à fait capable, à très court terme, de mettre sur pied des mesures CCPSS s'il y a suffisamment d'intérêt, évidemment, auprès des différents États membres, les 28 États membres de l'Union. La deuxième mission dont je voudrais vous parler, c'est OLEX Kosovo. Je voudrais parler d'OLEX Kosovo parce que c'est une mission d'État de droit qui n'est non seulement la plus grande mission CSDP déjà jamais lancée, mais c'est la seule mission CSDP qui a un pouvoir exécutif même dans certains domaines de compétences et également les possibilités d'un pouvoir coercitif. La mission, quand elle a été lancée en 2008, avait d'abord 1250 envoyés et 1200 personnes engagées sur le terrain. Donc la mission, c'était d'analyser, de suivre et de faire rapport sur la police, la justice et les douanes. Et OLEX Kosovo s'est surtout concentré au niveau stratégique. Cela démarrait avec le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, et pour descendre jusqu'au niveau d'administration comme la Cour suprême, du côté juridique, juridiction, jusqu'au quartier général de la police de Kosovo, mais ça descendait également jusqu'au niveau régional d'administration. Donc, le suivi est certainement une des tâches les plus importantes, mais il y avait aussi des pouvoirs exécutifs dans le domaine de la lutte contre le crime organisé, contre les crimes de guerre, contre les crimes financiers également, avec des enquêtes financières possibles. Et dans le Kosovo, la mission comportait également un mandat d'agir et
d'intervenir comme deuxième acteur auprès de la police du Kosovo, ou si la police du Kosovo n'était pas capable ou n'avait pas décidé ou n'avait pas la volonté de mener des opérations de police. 4 ans après l'établissement de la mission, on a changé complètement la structure organisationnelle parce qu'il y a eu aussi un renforcement et un envoi de personnel supplémentaire de l'extérieur. Et le mandat a été aussi également prolongé jusqu'en mois de juin 2016. Et maintenant, je voudrais parler de notre dernière mission qui est au Sud-Soudan, EUAFEX. Et ça a été lancé comme une mission de renforcement dans le nouvel État nouvellement créé du Sud-Soudan pour la création de mesures acceptables de sécurité selon les standards ICAO. Le Sud-Soudan est un pays qui vient d'être créé, donc, où on a aussi construit un nouvel aéroport, et il est très important que l'aéroport de ce pays soit agréé par l'ICAO. C'est important pour l'économie du pays. Donc, la mission a été lancée le 18 juin 2012 avec le mandat suivant jusqu'au 17 juillet 2014, de durer jusqu'au 17 juillet 2014. Cette mission a commencé aussi par d'abord une définition de la fin, de la terminaison. C'est-à-dire que les États membres s'engagent à réaliser cette mission dans les 19 mois qui viennent. C'est un objectif très ambitieux de vouloir faire ainsi parce que les bâtiments de l'aéroport de Djouba ne sont pas encore construits. On n'a même pas encore de barrières ni de palissades autour de l'aéroport. Donc, il faut vraiment faire beaucoup encore. Mais cette mission, il y a des budgets nécessaires donc pour ça. Mais la mission, elle, n'a pas l'argent ou les budgets pour financer ces efforts et pour donner des équipements aux autorités nationales. Voilà pourquoi nous nous servons aussi de ce qu'on appelle l'approche holistique ou l'approche générale de l'Union européenne. C'est un exemple simple qui montre que l'engagement CSDP très large pour la stabilisation et les efforts de maintien de la paix existent et qui sont un succès. Donc jusqu'en décembre 2012, on avait plus de 1998 personnels internationaux et 1800 personnels locaux ont travaillé dans 10 missions CSDP. Les chiffres évidemment vont augmenter parce qu'il y aura d'autres déploiements comme la nouvelle mission OLCAP Nestor au Sud-Soudan et OLCAP Sahel également. Donc 12 années d'expérience, 12 années de recul pour les missions civiles CSDP. Cela veut dire aussi qu'il a fallu reconnaître les problèmes et apprendre des leçons. Nous avons tiré des enseignements de nos expériences. Nous en sommes arrivés, nous avons tiré aussi des conclusions. C'est un processus continu qui est mené au sein de la structure de gestion des crises de l'Union européenne. Et il faut que j'ajoute aussi qu'en 2012, donc cette année même, on va lancer la première mission commune militaire-civile, ou plutôt le premier rapport, excusez-moi, le premier rapport civil-militaire a été accepté par le comité de sécurité politique. C'était un rapport conjoint. Donc j'arrive à la fin de ma présentation et je voudrais insister sur les 3 principaux messages ou les principaux constats qui sont à mon avis véritablement importants si l'on veut garantir le succès à venir des missions civiles CSCP, mais pas seulement pour l'Union européenne, mais ça peut être également utile pour l'engagement au niveau des Nations Unies. D'abord, le mieux est l'ennemi du bien, donc moins c'est plus. Les ambitions que se fixe une mission de police doivent être
ne doivent pas être idéales ou inatteignables. Il faut être pragmatif. Les polices doivent régler des problèmes pragmatiques. Par exemple, la mission en Géorgie, on n'arrive toujours pas à faire des patrouilles en Abkhazie ou en sud, dans certaines régions. Donc, il y a certaines régions qui sont exclues où la mission n'a pas accès sans support politique. Donc, on ne peut pas tout faire. Et puis, quand on parle du Kosovo, la mission au Kosovo ne peut pas fournir à la police du Kosovo un accès à la région au nord de Aïva. Ça, c'est également un domaine où c'est la volonté politique qui est primordiale et où les autorités devront être convaincues que la coopération est nécessaire et que cet accès doit être donné et que la structure des autorités du Kosovo doit avoir complet accès à cette région au nord de Aïva. Troisièmement, vu les développements économiques dans nos pays, les ressources sont plus rares et les pays ont moins d'argent à mettre dans ces missions internationales. Voilà pourquoi les missions doivent être bien adaptées aux besoins et aux objectifs. Le comité politique et de sécurité du Conseil a décidé des lignes directrices pour les structures des missions CSDP civiles et il y a également des références à respecter pour des références de mesures pour les mesures civiles et militaires. Ces mesures visent à économiser le personnel en trouvant véritablement les personnels absolument adaptés et appropriés pour mener à bien une certaine tâche. Autre point essentiel, c'est la durabilité. Toutes les missions en cours respectent le principe de l'appropriation locale. Ça veut dire, ou du local ownership, ce qui veut dire, et ça vaut aussi pour Olex Kosovo. Olex Kosovo a aussi certains pouvoirs exécutifs et a aussi des instruments coercitifs. Mais si vous utilisez cela contre le chef de la police du Kosovo ou un ministère ou un ministre, ça sera vraiment très difficile d'établir de bonnes relations de travail ensuite. Donc il faut user avec parcimonie ou avec beaucoup de doigté de cet outil. Il sera donc nécessaire, pour cette raison, que les officiers de police qui sont déployés dans le cadre de missions internationales au CSDP soient capables de convaincre leurs homologues dans les ministères, dans les autorités, dans les administrations, de les convaincre que leurs conseils sont bons et qu'il faut accepter ces conseils, de les convaincre qu'ils doivent adopter des normes internationales et les meilleures pratiques en matière de justice et d'état de droit. Voilà pourquoi les policiers et les femmes policiers qui sont déployés sur le terrain doivent être professionnels, doivent avoir beaucoup d'expérience. Ils ont aussi besoin d'une compétence sociale et de sensibilité culturelle. Et finalement, je voudrais vous parler de cette approche compréhensive européenne. Avec l'entrée en vigueur du traité européen, il y a une catalysation des différentes institutions européennes. Et dans la phase de planification de ces missions, une étroite coopération entre la Commission européenne et son instrument de stabilité, la direction du développement et la direction de l'aide internationale a eu lieu. Et les représentants de cette organisation doivent être intégrés plus étroitement dans les missions déjà existantes ou dans le processus d'analyse déjà existant. Parce que l'Union européenne est quand même le donateur, le bailleur de fonds le plus important au monde. Et lorsque la mission est ensuite sur le théâtre d'action, il faut que la coopération continue entre les différentes parties, les différents partenaires.
Donc, les paris européens, les États-Unis et d'autres partenaires doivent chercher à entendre ensemble de meilleures possibilités d'engagement à long terme de l'Union européenne. Cela facilitera le processus de formation de capacités et de passer ainsi à un développement institutionnel et à une amélioration de la qualité institutionnelle. Je vous remercie de votre attention. My understanding is we shouldn't even touch this thing. I can do it for the last time. Yeah. Thank you. Thank you very much, Rainer. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation en ce qui concerne l'Union européenne. Thanks. I know you're hungry. Je sais bien que vous avez faim. That's not a bad thing because it's activating the brain. Mais ça ne fait pas de mal parce que ça permet au cerveau de mieux travailler. Of lunch all around. Mais bon, on voit déjà un petit peu donc l'odeur du déjeuner qui se répand. Il nous reste une dizaine de minutes donc pour discuter. For the first time today, Et give the opportunity pour la première fois, donc, ça nous donne enfin la possibilité in discussions de participer directement à la discussion avec les différents intervenants et vous pouvez faire vos propres observations et vous avez la possibilité de poser des questions aux intervenants. I have one, but Et bien sûr, il faut utiliser les micros. Il est indispensable d'utiliser les micros. understand it wrong. We have 3 microphones. Si j'ai bien compris, il y a 3 micros qui vont circuler dans la salle. Donc, veuillez vous The system on manifester. Non, je vois sur les tables. Sur les tables, vous avez des micros à vos dispositions, de toute façon. if you want to make an observation. Donc, si vous voulez faire des remarques ou si vous avez des questions à poser, veuillez le faire et veuillez vous présenter très rapidement pour que nous sachions qui parle. Merci. Je fais partie donc des Carabinieri italiens et merci d'avoir organisé cette manifestation. Eh bien, je voulais donc m'adresser à M. Kuhn, car, comme il le sait, nous sommes présents dans les différentes missions de l'Union européenne, mis à part donc le Soudan du Sud, où là c'est d'origine technique et où nous ne participons pas. Mais autrement, nous sommes dans toutes les autres missions. Et est-ce que vous pouvez donc Normalement, donc, c'est 2 jours seulement avant l'expiration que nous savons donc si les missions sont prolongées ou non. Et on ne sait pas exactement donc qu'est-ce que l'on veut obtenir, quel est l'objectif. Donc, ce serait beaucoup plus efficace et ce serait plus facile de fournir du personnel si on le savait, par exemple, à titre d'exemple, nous sommes des forces de gendarmes chez les Carabinieri, comme vous le savez. Et donc, nous sommes donc sur toutes les différentes missions, par exemple, de l'OTAN également. Et donc, nous continuons à fournir du personnel. Et donc, pour nous, c'est toujours possible donc de répondre à ces missions internationales. Mais je vous remercie donc de ce que vous avez dit déjà ce matin, car évidemment, tout le monde manque, il y a pénurie d'argent partout. C'est la même chose, nous avons tous la même situation. Et juste, en ce moment, on peut dire que tous ceux qui sont présents ici sont de l'autre côté et ont besoin donc d'avoir du personnel et chaque semaine, chaque mois, ils vont redemander donc du personnel pour les différentes missions. Et à l'heure actuelle, nous devons vraiment être extrêmement efficaces pour obtenir des résultats. Donc, il faut d'autant plus savoir exactement ce que nous voulons, où nous voulons aller. Thank you very much, Massimo.
Oui, merci Maximo. My warm regards to Enzo Coppola, who Et je voulais également donc suggest we collect m'adresser au collègue Coppola qui n'a pas été en mesure de venir aujourd'hui. there, but, Je vois I see d'autres you over there, so mains I levées. think you were first, and Andrew, would you be so patient? Vous-même et ensuite Andrew, si vous avez la patience. Voilà, et veuillez utiliser les micros. Merci beaucoup. I'm Lieutenant General Mawla from South Africa. Je viens d'Afrique du Sud. Mine is more of observation. Bon, c'est plutôt une observation, à titre d'observation, pour essayer d'établir le lien avec la première présentation qui a été faite ce matin, car on a parlé donc de l'impact de la mission ensuite. Et ce que je voudrais partager ici, c'est qu'il y a un secteur dont on ne prend pas en considération normalement. C'est que, évidemment, donc, il y a toujours des circonstances personnelles qui ont une influence sur le comportement des différents officiers de police. Et donc, je crois que c'est important pour les Nations Unies, c'est de voir quel est l'impact des circonstances auxquelles se trouvent les officiers de police lorsqu'ils reviennent dans leur pays d'origine. Il s'agit donc de la réintégration de ces membres ensuite lorsqu'ils reviennent vers leur famille. Est-ce que c'est pris en considération suffisamment? Lorsqu'ils ont fait 6 mois ou 12 mois ensuite de service, comment sont-ils réintégrés dans leur famille, dans leur société? Comment, puisqu'ils ont passé donc une certaine période, par exemple dans des régions profondément rurales, ensuite ils doivent revenir dans un environnement urbain. Qu'est-ce que cela signifie? De quelle manière sont-ils affectés de cette manière et par exemple, il y a des pays où il est difficile d'obtenir les visas, par exemple aussi. Et par conséquent, il est difficile de pouvoir obtenir un déploiement sur le terrain en temps voulu. Ou d'assurer, par exemple, donc la rotation dans les missions. Et puis, quelque chose que j'aimerais indiquer, c'est le suivi et l'évaluation des capacités qui doivent être développées, donc, pour vraiment faire un suivi sur le long terme de l'impact dans les pays où nous nous sommes déployés. Il y a tellement de choses qui vous pensez avoir transmis, donc des capacités, des aptitudes, vous avez développé des capacités, mais ensuite, il y a des gens qui prennent leur retraite, qui vont mourir, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il en reste ensuite? Est-ce qu'on retourne dans le pays? Est-ce qu'on essaie de voir? Est-ce que, par exemple, les aptitudes ont été retransférées, retransmises aux nouveaux, aux jeunes? Et là, je pense qu'il est très important de développer des capacités de suivi sur le long terme dans les pays où nous nous sommes déployés pour voir est-ce que les capacités, est-ce que les aptitudes restent sur place? Est-ce qu'il y a une continuation? Est-ce qu'on a réussi à pérenniser donc les efforts? Et les pays dont on disait qu'ils étaient instables auparavant, est-ce qu'ils sont stables maintenant? Voilà, c'est ça le défi aussi à nos yeux. Merci. Eh bien, je pense que ce sont donc des sujets très importants. Andrew, oui, merci. Et merci aux différents intervenants et merci de nous avoir vraiment fourni de nombreuses informations. Moi, je viens donc des consultants auprès des Nations Unies, mais si vous permettez, d'abord, je voulais, Henri, vous transmettre donc nos félicitations puisque nous avons eu également donc une professionnalisation des forces de l'Union européenne dans différentes parties du monde, en Asie et en particulier, il y a eu un travail qui a été fait
pour surtout donc mettre en place les femmes donc dans ces missions internationales. Et maintenant la question donc il faut reconnaître que toutes les initiatives, toutes les propositions, toutes les suggestions qui sont faites donc reviennent toujours à la question des délais, des temps passés, et il faut faire face à la situation économique globale. Mais bon, nous avons par exemple un petit nombre de postes professionnels, mais souvent ce sont donc la question qui se pose en fait est la suivante. Si nous avions une situation économique plus avantageuse, pensez-vous qu'on pourrait donc avoir un système de placement aux Nations Unies avec davantage de professionnels, de forces professionnelles mises en place? Est-ce qu'il ne faut pas donc sacrifier plutôt certains points pour arriver finalement de manière plus large à avoir une meilleure professionnalisation? Eh bien, peut-être une question encore et ensuite je propose de répondre à ces questions. Mais le collègue du Libéria qui souhaitait intervenir. Oui, je reviens à ce que dit mon collègue et je remercie vivement le gouvernement allemand et les Nations Unies pour leur accueil ici et pour les interventions extrêmement instructives. Merci de ce qu'a dit Jordan et les autres intervenants. Bon, ce que je me demande, c'est comment nous pouvons rendre le travail des Nations Unies vraiment fructueux dans un environnement post-conflit. Alors, il faut voir le contexte. Lorsque nous avons connu notre propre environnement et post-conflit, et ensuite, donc, lorsqu'on regarde ce qu'a fait la police, on a l'impression qu'il y a eu quand même un certain succès remporté. Mais d'un autre côté, lorsqu'on se penche sur des petits exemples, eh bien, il y a vraiment des défis qui se posent aux forces de police. Dans mon propre pays, par exemple, donc au Libéria, eh bien, il reste beaucoup de questions en suspens. Par exemple, durant les 18 derniers mois, nous avions des situations très difficiles. D'abord, autour de la période des élections, bien sûr, et des incidents qui ont eu lieu ou dans d'autres occasions. Bien entendu, nous avons mené des enquêtes sur ces incidents et en fait, on s'est aperçu que c'était les officiers de police qui en portaient la culpabilité. Alors, la question qui se pose est de savoir qu'en est-il de la formation? Est-ce que la formation marche si bien que cela? Et puis, je voulais encore attirer votre attention sur le fait qu'il faut se pencher sur la question du budget pour la police. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a parlé de la maîtrise, de l'appropriation des ressources, des capacités des forces de police, de manière à ce que la police puisse travailler et avoir les résultats correspondants. Mais si on regarde les budgets donc des pays après conflit, eh bien, il y a donc des changements très importants auxquels il faut faire face et ils ont des moyens très réduits. Alors, comment faire pour avoir vraiment cette paix qui s'installe? Bien sûr, il y a une crise économique mondiale, cela a des retombées, des séquelles par rapport donc à nos engagements, à nos obligations pour les pays
après conflit. Mais quand on regarde toute cette somme de défis, donc l'aspect économique, les ressources limitées, la situation budgétaire des pays post-conflit, la question de la sécurité dans ces pays, eh bien, en fait, on voit bien qu'il faut en faire davantage, il faut entreprendre des efforts bien plus importants et il y a donc des défis gigantesques. Il faut vraiment saluer donc les intervenants ici. Je dois remercier des efforts qui sont faits dans mon pays, dans d'autres pays. Nous avons vraiment donc ici des exemples très encourageants, très instructifs, mais quand on regarde la réalité sur le terrain, eh bien, il reste beaucoup à faire. Et on ne peut pas se permettre donc d'éluder ces questions. Merci. Merci. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour cette discussion, donc je propose de laisser la parole peut-être à Anne-Marie encore, qui pourra répondre. Oui, beaucoup de questions intéressantes ont été posées. Je vais essayer d'être assez brève pour répondre à chacune d'entre elles. Le collègue italien a parlé des manques de budget. C'est une situation dans laquelle nous nous retrouvons tous et nous comprenons bien cela aux Nations Unies. Mais j'aurais un seul commentaire à faire. C'est pour ça qu'on a besoin de partenariats. Voilà pourquoi il faut utiliser les ressources au mieux. Parce que de toute façon, il ne va pas y avoir sans doute plus de ressources. Il faut donc mieux les utiliser de manière plus efficace grâce à des activités communes. Première réponse. Deuxième réponse aux collègues d'Afrique du Sud. Comment on intègre les collègues qui reviennent dans leur pays? Ça, c'est une question qui mérite qu'on discute plus longtemps pendant ces 2 journées, parce qu'on a un peu un dilemme. Si nous faisons la comparaison avec nos collègues militaires, eux, c'est naturel pour eux, ça fait partie de leur carrière. Ils sont formés à aller à l'étranger, ils ont l'habitude, tandis que nous, les officiers de police, nous sommes plutôt formés à travailler dans nos pays respectifs. Donc, ça n'est pas facile pour eux de partir outre-mer et de revenir ensuite dans leur pays. Et la plupart des pays européens, enfin, la plupart des pays membres, on est surpris quand vous revenez. On vous dit, ah tiens, vous êtes revenu, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Alors, donc, il faut penser que la plupart des officiers qui vont outre-mer et qui vont travailler dans ces missions font de l'excellent travail, donc il faut le reconnaître. Donc parfois c'est on en discute quand on parle évidemment de la formation de l'ensemble, mais il faut peut-être y penser aussi pour l'officier de police individuel. Donc il faut donc vraiment conseiller aussi à ceux qui sont sur le terrain de profiter de leurs vacances pour rentrer vraiment au pays, pour se montrer et pour ne pas perdre complètement le contact avec le pays d'où ils sont partis. Mais c'est un problème, nous le reconnaissons, parce qu'il y a la rotation et il faut qu'il y ait un contact de confiance qui s'établisse avec la population. Ça, c'est pas quelque chose qu'on obtient en quelques mois. Donc, il faut des durées plus longues de mission et cela pose un problème, effectivement, quand on quitte la mission et qu'on retourne dans son pays. Alors, l'autre troisième question concernant la capacité, oui, aux Nations Unies, nous l'avons, mais nous avons maintenant une fonction d'audit, donc nous évaluons maintenant chaque mission. Donc, nous faisons un suivi de l'impact et tout cela, évidemment, revient à dire que ce qui est très important, c'est la formation avant le déploiement. Donc, il faut vraiment bien former les officiers de police avant de les envoyer en mission. Donc, on en parlera de toute façon plus tard cet après-midi. Ça fait partie des sujets que nous allons traiter. Et on va parler aussi de l'importance d'avoir une définition du travail de police international et ce que ça signifie vraiment. Voilà, merci Andrew pour vos paroles aimables. Pour répondre à votre question, je dirais simplement
oui, c'est peut-être plus facile d'obtenir ainsi le savoir-faire dont on a besoin plus tard. Timor-Leste et au Libéria, nous avons donc visé des positions professionnelles pour ces deux domaines où on a besoin vraiment d'expertise. Ça va être évalué, ça va faire l'objet d'une évaluation. Mais effectivement, avoir plus d'aide professionnelle est certainement plus facile. Peut-être pas, ça ne sera pas très facile, mais plus facile d'arriver à ces positions. Pour le Libéria, je répondrai ceci. Alors, peut-être que les rapports sont peut-être plus roses que ne l'est la réalité, c'est possible. On a tendance peut-être à enjoliver, mais en tout cas, moi, je suis allée au Libéria, j'y étais là en 2009, mais j'y retournerai donc bientôt, donc j'espère que je vais voir qu'il y aura eu des progrès. J'espère que nous avons fait du bon chemin, dans la bonne direction, mais je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce que je pense, c'est qu'il faudrait mieux définir la sortie dès le départ de la mission. On ne doit pas rester trop longtemps et on ne sait pas, quand on ne sait pas dès le départ ce qu'on veut obtenir, quand on n'a pas une claire vision des objectifs, c'est plus difficile de partir plus vite. Donc, il faut vraiment se faire une référence et se créer des objectifs très bien définis. Mais comme je vais aller au Libéria bientôt, j'ai hâte de voir quels sont les progrès qu'on a fait depuis 2009. C'est une question épineuse, évidemment, mais il faut être franc et il faut être aussi, pas se cacher derrière son petit doigt et se dire la vérité à soi-même. Je l'ai dit dans ma présentation d'ailleurs, je l'ai dit franchement, parfois les capacités ou plutôt les savoir-faire que l'on apprend, ce qu'on apprend dans les formations ne sont peut-être pas toujours dont on a besoin sur le terrain. Voilà pourquoi, si on avait dès le départ des objectifs mieux définis, avec des références plus définies, ça serait plus facile aussi de cibler mieux les capacités à apprendre à ceux que nous envoyons en mission. Merci beaucoup, donc j'en ai dit suffisamment. Merci, je m'arrête. Merci Anne-Marie. Vous voulez répondre à cela? Oui, j'ai quelques réflexions qui me sont venues à l'esprit après avoir entendu l'exemple du Libéria. Comment mieux réussir? Eh bien, il y a une possibilité. Vous savez, on reconnaît que le monde n'est pas facile et que dans les périodes de troubles, là où les choses, on ne va pas marcher, ça n'a pas à être couronné de succès, l'effort qu'on fera quand ça marche mal. Si vous êtes, par exemple, en pleine période électorale avec des troubles qui se déclenchent, donc il ne faut pas viser la perfection et on ne va pas avoir le calme total dans une région où depuis 14 ans rien ne marche et tout est complètement troublé. L'ordre n'existe plus. Donc il y aura aussi des discussions nationales qui doivent être menées au niveau national, qui doivent être très franches et ouvertes pour bien dire, voilà, une mission, elle va durer tant de temps et voilà ce qu'il va falloir faire pour reconstruire une police nationale qui fonctionne. Et je crois que dans tous les États où il faut qu'il y ait un mouvement national qui accompagne cet effort technique, cet effort purement technique de créer une police. Il faut qu'il y ait un mouvement national qui accompagne en visant une politique zéro tolérance pour ceux qui commettent des crimes. Je me rappelle que lorsque j'étais là-bas, les chiffres, les statistiques des viols étaient en constante augmentation. Donc il y a eu véritablement une réaction très forte des citoyens. Donc, il faut que les citoyens s'approprient plus ce contrôle. Donc, il faut qu'il y ait un mouvement des citoyens. Il faut qu'ils se rendent compte qu'ils n'avaient plus d'ordre depuis 14 ans et que maintenant, ils ont la chance et la possibilité, et que c'est leur rôle d'ailleurs, de reprendre les choses en main et de remettre de l'ordre dans leur société.
Donc ça, c'est très important. Nous apportons quelque chose, mais nous avons besoin de cette composante aussi. Donc, il faut qu'on sache, bien sûr, qu'on est loin de la perfection, mais qu'on regarde plutôt les possibilités d'aller de l'avant, les possibilités de faire des progrès en créant des mouvements, en utilisant par exemple l'aide de l'Église, en utilisant les organisations qui existent et qui ne tournent pas autour du pouvoir politique, qui sont écartés du pouvoir politique et qui font autre chose, qui vont au-delà. S'il y a ce sentiment dans la population que c'est une ère de changement, où les choses bougent et vont s'améliorer. Et les endroits que nous avons vus au DRC, où justement il y avait des mouvements publics, où surtout les femmes se mobilisaient et s'emparaient un petit peu de cette possibilité de se faire entendre. Eh bien, là, c'est un outil extrêmement puissant. Et là, on peut nous apporter l'élément professionnel avec la création de forces de police qui montrera bien que l'époque où l'on commettait des crimes impunément est révolue. Et c'est une combinaison de ces deux éléments, c'est-à-dire les efforts de l'Union africaine, de l'Union européenne, des Nations unies, des organisations et des institutions publiques avec l'effort du gouvernement, et que tout cela pris ensemble, tous ces efforts, peut permettre d'avoir une approche plus commune, une approche qui, à ce moment-là, peut avoir plus de chances de réussite. Et on a souvent parlé de cette approche du haut vers le bas et ensuite du bas vers le haut. Malheureusement, souvent, les attentes sont au-delà ou vont plus loin que la réalité. Mais il faut qu'il y ait cette sensation, cette impression qu'on est en train de construire quelque chose. Et pour terminer, Rainer, merci de me donner la possibilité de répondre et merci pour la question. Je serai très bref. En général, nous faisons pour chaque mission 3 cours de continuation parce que nous savons que lorsque nous lançons une contribution, ça va durer 3 mois avant que les officiers arrivent. Donc nous faisons un lancement d'appel. Nous faisons des appels de contribution aux différents États membres. Et ensuite, on permet donc une 4e semaine. Ensuite, on fait une liste raccourcie après avoir fait des choix. Après, on fait des interviews. Ça prend encore 2 à 3 semaines. Et puis ensuite, nous contactons les États membres pour leur parler de la sélection. Parce que une fois la sélection faite, il faut qu'ils organisent les contacts avec les autorités nationales, avec les familles, tout ça, avant que les personnels puissent arriver. Et je sais de toute façon que le personnel, si je lance la mission aujourd'hui, ils n'arriveront pas avant le 15 janvier. En 2012, nous avons dû lancer 3 nouvelles missions en même temps, parallèlement. Les ressources des États membres et les ressources en spécialistes, quand nous demandons qu'on nous envoie des spécialistes, sont limitées. Et on doit faire en même temps des demandes. Donc certaines demandes ont été refusées parce que les demandes étaient faites parallèles. Donc on a été obligé de lancer des appels extraordinaires. Et comme nous avons essayé d'établir ces missions aussi rapidement que possible, on avait un délai pour répondre à ces demandes de contribution extraordinaires. On l'a réduit à 2 semaines. C'était sans doute trop court comme délai de réponse pour les États membres. Mais ce n'est pas la procédure habituelle. Ça ne concerne pas la période où les gens peuvent poser leur candidature. C'est le temps de communication entre la représentation permanente à Bruxelles et les États membres et le retour d'informations. Ça, effectivement, ça prend trop de temps. Bien, merci. Merci beaucoup à tous aux 3 présentateurs, aux 3 conférenciers. Et merci à ceux qui ont participé à la discussion. Merci d'avoir été bref et concis dans vos questions et également dans les réponses. Donc, nous allons continuer la discussion.
Et puisque extraordinary patient vous avez with été us. très You're patient, still here. You have not run away. vous êtes encore là, vous n'êtes pas The room is still full. You parti. deserve this 1 hour Donc, vous of méritez lunch maintenant that was envisaged, une though it's already pause 10 minutes past de 1. déjeuner So I d'une suggest heure. Donc, comme that il we est meet déjà together again for the next 1h10, session at je 10 propose minutes que past nous 2. nous réunissions de nouveau I'm à sure 2h10, à that 14h10 I know pour Andrew avoir good 1 heure enough. pour le Andrew and déjeuner. I, we will be able Donc, to make it, and also then je pense que si Andrew et moi keep nous you arrivons à alive respecter and awake, 1 because heure, we want to have the next round of on discussion va on that tous issue y of the arriver et on va essayer après le strategic doctrinal déjeuner framework, de after we have continuer received this presentation. So continuer enjoy your lunch à and vous thank you for this intéresser. morning.